Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP. Bonjour Agnès. Bonjour David, Ça va? ça va très bien et vous? Ouais, très bien. Un petit mot. Entre vendredi et lundi, on devait se prendre 50% de droits de douane, de menaces de Trump, on l'a commenté avant, sur les produits importés, encore une fois sur les produits européens. Finalement, Ursula von der Leyen a passé un petit coup de fil à Donald Trump hier et tout ça est reporté, cette menace de 50% de droits de douane est reportée donc au 9 juillet, qui était la date initiale de prévue, au moment où il y avait eu suspension, il faut suivre en suspension des droits Eh de oui, il douane faut suivre. bilatéraux. Bon, enfin je ricane, en même temps je rigole pas trop parce que je lisais que la banque ING avait calculé que si Donald Trump mettait ses menaces à exécution, donc 50% de droits de douane sur les produits européens qui entrent sur le sol américain, ça fait 0,6 points de croissance en moins cette année en Europe, soit une croissance zéro, et là on rigole moins. Ah oui, c'est sûr, mais bon, David, les Britanniques ont réussi à avoir un accord avec l'administration Trump. Je vois pas pourquoi nous, l'Union européenne, on n'arriverait pas à avoir un accord. Peut-être qu'on n'arrive pas à avoir d'accord parce que finalement, Ursula von der Leyen sait très bien aussi que ces droits de douane, ben, c'est aussi des recettes pour l'Union. Hein. C'est l'Union européenne qui récupère dans ses recettes le produit des droits de douane. Elle n'a pas forcément envie de baisser ses droits de douane comme l'ont fait les Britanniques, mais je pense que maintenant, il faut y aller pour vraiment obtenir un accord et arrêter de faire le yo-yo avec ces histoires de 50%. Et finalement, ça fragilise tout le monde, ça fragilise notre économie, ça fragilise potentiellement la croissance, vous l'avez dit, David. Donc voilà, enfin, ce qu'il faut, c'est atterrir sur les 10% maximum et accepter à un moment de pas faire exactement ce qu'on voudrait dans le œil pour œil, dent pour dent, hein, parce que la Commission est encore en train de faire des listes de produits qu'il faudrait taxer plus. Je pense pas du tout que ce soit la bonne option. Donc il faut faire un peu comme le Royaume-Uni, c'est ça votre idée. Maintenant, le Royaume-Uni n'a pas les excédents commerciaux qu'a l'Europe vis-à-vis des États-Unis, autour de Oui, 200 c'est vrai. milliards et quelques, en prenant en compte la balance des services aussi. Hein. Oui, c'est vrai, mais bon, enfin, on veut faire quoi là? On veut la surenchère, on veut déstabiliser le marché, on veut avoir une crise majeure? Non, Donc il faut personne courber n'en les a envie. chines, il faut courber les chines, c'est ça, nous Européens. Il faut aussi se dire qu'il y a des critiques que fait l'administration Trump par rapport à la TVA qui ont déjà été expliquées tout à l'heure précédemment, qui sont que finalement les produits américains ils sont finalement un peu plus taxés quand ils sont vendus en Europe que l'inverse, et parce qu'il fait un calcul en prenant la TVA en compte. Donc il faut aussi essayer de négocier plutôt que de jouer la surenchère. Et c'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup de patrons français qui aujourd'hui poussent la Commission européenne à négocier plus vite et mieux plutôt que... On a quand même l'impression qu'on traîne des pieds. Hein. Faut dire les choses comme elles sont, David. Et pour vous, et après on passe à autre chose, Trump il bluffe ou vraiment il est capable de mettre 50% de droits de douane par rapport à ce qu'il a fait jusqu'à présent, l'accord avec le Royaume-Uni, la reculade face à la Chine, ou est-ce qu'on aura un accord in extremis qui sera trouvé Je pense qu'on aura un accord, accord autour de 10%, c'est ce que j'espère. Et oui, effectivement, il bluffe. Mais bon, c'est qu'un épisode, il y en a eu plein avant. Vous les avez commentés aussi. Et à chaque fois, tout le monde s'énerve, tout le monde perd ses nerfs. Je pense que c'est pas du tout la bonne attitude à adopter. La bonne attitude, c'est d'être constructif, trouver un accord qui soit favorable à tout le monde et qui nous permette de continuer à commercer comme il se doit avec un partenaire qui est aussi important que les États-Unis pour l'Union européenne. Agnès, on retourne en France, et d'ailleurs je voulais vous féliciter pour votre intervention quand même face au président de la République sur TF1. Qu'est-ce que vous en retenez, Merci. vous, au final? En quoi est-ce qu'il a éclairé votre lanterne ou a apporté des réponses, ou qu'est-ce que vous en retirez de cet échange que vous avez eu avec le président de la République? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il est assez d'accord sur le constat, c'est qu'on a eu trop d'endettement supplémentaire depuis 2017. Tous les chiffres que j'ai sortis, que finalement tous les autres pays européens ont eu à subir les mêmes crises que nous, le Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, et ils se sont endettés proportionnellement, évidemment, de 500 milliards de moins par rapport à nous. Donc on devrait avoir 500 milliards de dettes en moins aujourd'hui. Ça veut dire qu'on devrait être en dessous des 100% du PIB de dette. Il faut quand même se dire que si on s'était endetté comme les autres pays européens, on aurait aujourd'hui beaucoup moins de dettes. On serait pas dans la situation actuelle de nos finances publiques qui est extrêmement Bon, ok, donc grave. il est d'accord sur le constat, mais ensuite?
Alors, il est d'accord sur le constat. Malheureusement, il donne pas de solution. C'est ça que je trouve dommage. C'est-à-dire que finalement, on a l'impression qu'il ne se sent pas complètement responsable de cette évolution de la dette, alors que quand même, on voit bien que en 2022, par exemple, on est déjà dans l'après-Covid. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû dire à ce moment-là, il y a une coalition avec un vrai programme de réforme. C'est ce que j'ai dit au président de la République. Qu'est-ce qu'on a fait? On a attendu avec pas de majorité à l'Assemblée nationale, pas de possibilité évidemment de voter des lois de finances rectificatives, ce qui nous a valu un envol énorme des déficits. On est lanterne rouge aujourd'hui. Et ce qui est dommage, c'est que le président de la République n'ait pas dit, voilà, moi, les pistes pour équilibrer les finances publiques, voilà comment il faudrait faire, voilà comment on va faire la pédagogie vis-à-vis des Français. Ce que je trouve important aujourd'hui, c'est de se dire que dans les 2 ans qui viennent, il faut bien expliquer qu'on risque à tout moment une grave crise de la dette en France. Et ça, ce serait beaucoup plus grave en termes de retombées, c'est-à-dire il faut voir ce qui s'est passé en Grèce, au Portugal, notamment par exemple sur les retraites. Il y a eu des baisses de 15 ou 20% des pensions versées parce que il y avait plus de moyens de les financer et que le plan pour redresser les comptes publics, ça passait par là. Donc si on est honnête, il faut aujourd'hui qu'on reconnaisse tous qu'il y a un effort énorme à faire tout de suite pour éviter de se retrouver bien sûr. acculé. Après, c'est compliqué, voire périlleux, de mener, encore une fois, de faire beaucoup d'économies quand on est en croissance zéro, quand l'incertitude économique est aussi importante. On sait qu'il y a 40 milliards d'euros, d'ailleurs, qui sont toujours cherchés par le gouvernement pour 2026. On n'a toujours pas bien compris où l'effort serait fait. Oui, David, c'est toujours périlleux et on dit toujours que c'est pas le bon moment pour couper dans les dépenses. Vous le savez bien, vous êtes le premier à le savoir. C'est-à-dire que quand il y a de la croissance, on dit il faut pas économiser parce qu'on va casser la croissance. Quand on est en récession, on dit il faut pas économiser sur les dépenses parce qu'on est déjà en récession. Donc en France, ce n'est jamais le moment. D'ailleurs, c'est ce que dit le président de la République m'a répondu quand je lui ai dit, Monsieur le Président, en 2022, on a dépensé plus de 90 milliards de plus que ce qui avait été voté au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat pour le budget 2022. Il m'a répondu oui, mais on a eu des recettes en plus. Et c'est quand même lunaire. C'est-à-dire, quand il y a des recettes en plus, il faut dépenser plus. Quand il y a des recettes en moins, il faut dépenser plus. Voilà. Donc, on est dans une situation de déni, en fait. Et on croit toujours que dépenser plus, ça nous crée plus de croissance. Si c'était le cas, David, si dépenser plus d'argent public nous générait plus de croissance en France, plus d'emplois marchands, plus d'industrie, on le saurait depuis longtemps. Après, pardon, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire en vous écoutant, ok, pour le constat, sur le papier, comme ça, mais après, on sait qu'il y a beaucoup de services publics qui sont à la peine, la police, la justice crient famine en termes de budget, l'hôpital est encore en longue maladie. Les Français n'ont pas envie qu'on coupe dans la générosité, en tout cas dans le fonctionnement. Je ne suis pas tellement d'accord avec vous. Les Français, ils sont très inquiets sur la dette. À plus de 80%, ils sont inquiets sur la dette. À plus de 70%, quand ils sont sondés sur le sujet, quand on leur dit « Est-ce que vous préférez baisser les dépenses ou augmenter les impôts ?» Ils préfèrent baisser les dépenses. Quand on leur demande « Est-ce que vous trouvez qu'il y a des gaspillages dans l'argent public ?» ils voient beaucoup de gaspillage, que ce soit au niveau local, national ou au niveau social. Et d'ailleurs, à la Fondation IFRAP, nous avons sorti une étude, 110 milliards d'économies, le plan pour redresser nos finances publiques. Ce plan de 110 milliards d'économies d'ici 2029, on montre que si on le fait en même temps, baisser les dépenses, en même temps que baisser les impôts, notamment les taxes de production sur les entreprises, notamment les impôts finalement qui sur le capital, sur les revenus du capital, qui empêchent de réinvestir dans l'économie, etc. À la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut évidemment pallier au caractère récessif de la baisse des dépenses en baissant les impôts de manière intelligente et programmée pour que finalement ce qu'on n'a plus en dépenses publiques, on le retrouve en augmentation de PIB marchand. C'est ça aussi qu'il faut qu'on se dise, c'est que on a une faiblesse de PIB marchand qui est aussi liée au coût énorme de notre modèle social qui en fait est devenu, David, il faut le dire, antisocial. Voilà, parce qu'il ne crée pas plus de richesse, il crée moins de richesse, il ne crée pas plus d'emplois, il crée moins d'emplois. Je ne sais plus quel expert dans l'émission est passé m'a dit mais il faudrait pour ça, notamment pour 2026, geler toutes les prestations sociales, enfin pas d'inflation sur les prestations sociales, sur les pensions, sur 2026, sur tout ce que dépense l'État. C'est une bonne solution. Alors là, David, ça revient à quoi? C'est aussi une proposition que j'ai faite au président de la République sur TF1. On l'a fait voter pour contre sur 3 propositions, notamment un budget de zéro valeur. C'est quoi un budget zéro valeur? C'est en 2025, on va dépenser 1700 milliards au total sur l'ensemble des administrations publiques. En 2026, il ne faut pas dépenser 1 euro de plus. Alors vous allez me dire, oui, mais ça s'est fait nulle part. C'est pas vrai. Dans plein de pays européens, il y a eu des gels en valeur de la dépense, parfois sur plusieurs années.
Alors pas très longtemps, mais 1 an, 2 ans, 3 ans. Et il a répondu parfois, quoi, le président de la République? Il a répondu que c'était difficile parce que il y avait une augmentation spontanée, en fait, des dépenses de santé. Hein, vous en souvenez? Lié au vieillissement, lié à plein de choses. Voilà. Mais en réalité, on peut tout à fait le faire puisque d'autres pays européens l'ont fait. Ils ont aussi des dépenses de santé, ils ont aussi des dépenses de retraite, ils ont aussi des dépenses de collectivités locales. Ça fait combien d'économies si on gèle en valeur le budget? Alors, les dépenses publiques? on est autour d'une 50aine de milliards d'euros. Pourquoi? Parce que il y a une dérive des dépenses. Alors ça, c'est toute une histoire de comment on le calcule, hein. Mais il y a une dérive, entre guillemets, très importante des dépenses publiques d'une année sur l'autre ces dernières années. Je vous donne le chiffre, David, c'est en moyenne, ces dernières années, on a augmenté de 66 milliards en valeur la dépense publique d'une année sur l'autre, hein, depuis 2022. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pourrait, si on gèle complètement, on fait entre 40 et 50 milliards d'euros d'économies. Et là, ce que disait... On gèle aussi, pardon, Agnès, on gèle aussi le barème de l'impôt sur le revenu. Non, mais pas forcément. Non. Pas forcément. Pourquoi? Là, je vous parle des dépenses. Juste en dépenses, d'accord. Voilà, juste les dépenses. Mais ça veut dire qu'on gèle, par exemple, les minima sociaux. Si vous gelez les minima sociaux à la valeur 2025, vous faites 3 milliards d'euros d'économies en 2026. Alors, ça dépend aussi de l'inflation, etc. Mais ce que nous, on propose au gouvernement et à Bercy, c'est que finalement, on se dise, voilà, on n'a qu'à faire un calcul du budget et de la loi de financement de la sécurité sociale à 0 croissance, 0 inflation. Comme ça, voilà, on reste sur les dépenses de l'année d'avant et puis on se creuse la tête pour savoir comment on pourrait économiser au-delà des économies d'indexation. Les économies d'indexation, c'est à peu près la moitié. C'est-à-dire si on dit on n'indexe pas les minima sociaux, on remonte pas les salaires des agents publics, on remonte pas le niveau des pensions, eh bien c'est déjà une grosse vingtaine de milliards d'euros qu'on peut économiser naturellement. Et en réalité, vous allez me dire oui, mais c'est pas la panacée ce genre d'économie. Oui, mais derrière, qu'est-ce qu'il faut faire après le budget 2026? Il faut réorganiser les missions publiques, se dire que dans les collectivités, il y a des missions qui devraient être gérées par l'État et inversement des missions que l'État continue à gérer, qu'il faudrait gérer au niveau local, se dire que les aides sociales, à un moment, il faut les recentraliser. Au niveau de Bercy, il y a des coûts de gestion, de distribution des 130 milliards d'aides sous critères de ressources qui sont de 9 milliards d'euros par an. C'est absolument gigantesque. On pourrait en économiser plusieurs milliards d'euros par an. Avoir non plus 2 étages d'assurance maladie, avec l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires, mais plusieurs assurances en concurrence avec des négociations sur les coûts de gestion qui soient beaucoup plus importantes. Il faut vous dire, David, que c'est de l'ordre de 47 milliards d'euros qu'on dépense tous les ans en coût de gestion de la sécurité sociale en France. C'est quasiment l'équivalent du budget de la défense hors pension militaire. Vous voyez, il faut que les Français comprennent. Il y a du grain à moudre à vous écouter. Mais oui, il y a énormément d'économies à faire. Et quand on entend certains qui disent faire 40 milliards, c'est très difficile. En réalité, non. Quand vous 40 milliards sur 1700 milliards, c'est vrai qu'on se dit... voilà. Vous dites, voilà, je dépense 1700 euros, mais il faut que j'économise 40 euros dessus. Est-ce que c'est énorme? Non, c'est pas énorme. Donc, la réalité, c'est que, est-ce qu'on a vraiment envie de regarder l'organisation publique et de baisser les coûts, en fait, surtout de l'ensemble de nos coûts administratifs, parce que c'est ça aussi que le président de la République m'a répondu. Finalement, les coûts administratifs, il y en a très peu. Sauf qu'en fait, il n'affichait pas dans sa représentation graphique, son tableau un peu à la Mondrian, il n'affichait pas les sous-jacents de coûts de gestion de chacune des politiques publiques. Par exemple, les coûts de gestion sur les retraites, les coûts de gestion sur la santé. Et en fait, c'est là qu'on est plus cher qu'ailleurs. C'est 70 milliards de plus. Quand vous regardez les chiffres OCDE, c'est 70 milliards de plus que la moyenne des pays européens qui sont dépensés chaque année pour produire nos services publics. Donc là, il y a effectivement, comme vous dites, il y a du grain à moudre, il y a des économies potentielles à faire qui sont très importantes, beaucoup plus importantes que ce que certains veulent bien reconnaître. Et c'est pas parce qu'on fera ces économies qu'on va rentrer finalement dans une récession ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on fera pas ces économies qu'on va générer plus de défiance, moins de confiance, moins d'investissement, moins de consommation. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. François Bayrou, et on finit là-dessus, doit s'exprimer sur ces 40 milliards d'euros d'ici le mois prochain, enfin d'ici juillet. Juillet. Vous êtes dans l'expectative, avant le 14 juillet. Je suis assez confiante parce que je pense qu'on est en train de faire
une sorte de révolution dans la compréhension des Français sur toutes ces questions. Que maintenant qu'on est, ce que je dis dans mon livre, on est face au mur, la Cour des comptes dit on est au pied du mur, on le dit d'une manière différente, mais en fait ça se rejoint. La réalité, c'est que c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions. François Bayrou a beaucoup parlé de la dette quand il s'était présenté aux élections présidentielles, et notamment en 2007, absolument David. Et c'est un sujet qui lui tient à cœur. Je pense que c'est un sujet qui devient incontournable. Ce sera le sujet 2027 aussi, ce sera le sujet des élections présidentielles. Comment faire pour que la France soit plus prospère, sorte de cette ornière des finances publiques mal gérées, de cette propension à dépenser toujours plus et sans compter. Je crois qu'on est mûr. Voilà, la France est mûre pour ça. Et je crois aussi qu'aucun de nos concitoyens n'a envie de se retrouver dans une crise avec le FMI qui arrive pour gérer les finances publiques de la France à notre place. Reconnaissons, David, que ces derniers jours, beaucoup de ceux qui avaient l'air de dire ces derniers temps que c'était une vue de l'esprit disent « Ah bah oui, ça pourrait arriver en France », notamment Olivier Blanchard, mais aussi d'autres, donc l'ancien chef économiste du FMI. Ouais. Et finalement, on a sonné l'alarme pendant pas mal d'années, et maintenant, certains disent « Ah bah oui, ça pourrait arriver en France ». Donc, il y a vraiment une pédagogie à faire. Même énorme. Si pour l'instant, l'État français se finance tranquillement aussi, on ne va pas non plus angoisser tout le monde. Les 10 ans français étaient à 3,30. Oui, voilà, pour l'instant, tout va bien. Voilà, pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Et puis, du jour au lendemain, si on a une baisse de la note de la France, vous savez ce qui arrive. Les investisseurs, notamment asiatiques, ne pourront plus prendre de la dette française parce que finalement, on sera trop mal noté. Et c'est ça la réalité des choses. C'est que si on continue comme ça, on va se retrouver dans une situation où il y aura moins de capacité de lever les fonds pour financer la France. C'est plus de 300 milliards dont on a besoin chaque année. Donc, vous allez me dire, oui, il ne faut pas s'angoisser, se stresser avec ça. Oui, mais attendez, gouverner, c'est prévoir. C'est pas juste dire ça va bien jusqu'à aujourd'hui et finalement, il n'y a rien à faire. C'est aussi se dire, qu'est-ce qui risque d'arriver dans les prochains mois si je redresse pas la barre des finances publiques. Et c'est une responsabilité du gouvernement, c'est une responsabilité évidemment du ministère des Finances, c'est une responsabilité aussi de l'ensemble de nos concitoyens pour comprendre en fait ce qui est en train de se passer, et aussi de ceux qui travaillent dans la sphère économique et qui à un moment sont forcément impactés par tout ça au quotidien finalement, parce que toute cette instabilité fiscale, ce qui s'est passé sur la surtaxe, on en avait parlé ensemble David, la surtaxe IS sur les entreprises, les 8 milliards. C'est pour financer quoi? C'est pour financer le déficit de la France, et ça pèse sur qui? Sur ceux qui créent la richesse en France. Donc c'est pas la bonne idée, voilà. Donc si on continue comme ça, on va continuer à se tirer finalement des balles dans le pied avec une croissance qui va être de plus en plus atone, parce qu'on fera peser le surcoût de notre modèle sur ceux qui sont censés créer la richesse et développer l'emploi dans notre pays. Plus la croissance est atone, moins il y a de recettes fiscales, plus il faut faire des efforts, et là on rentre dans une logique mortifère. Et voilà, mais c'est absolument ce qu'il faut qu'on évite, c'est qu'on soit tout le temps en train d'inventer des nouvelles taxes tout en disant qu'on taxe pas plus, parce que vous savez qu'on est champion là-dessus, David. Rappelons quand même qu'on est le pays le plus taxé et qu'on est le pays le plus dépensier et qu'on est lanterne rouge sur le déficit public, et qu'on est le pays qui a aussi le plus augmenté sa dette depuis 2017 dans la zone euro. Donc voilà, il y a un moment, il faut peut-être qu'on rétropédale sur ces sujets. Et encore une fois, moi, je suis très optimiste. Je suis pas du tout pessimiste, parce qu'on en a tellement sous le pied, on n'a tellement pas géré nos finances publiques, on n'a tellement pas regardé ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire, et on n'a tellement pas fait d'économie qu'il y a énormément de marge de manœuvre. Allez, merci beaucoup. Entretien avec merci Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, invitée à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Agnès, à bientôt. Merci. Salut.